Aujourd'hui, nous allons discuter de mesures supplémentaires pour lutter contre la menace terroriste. La question est très importante. Aucun commentaire supplémentaire n'est nécessaire ici. Mettons-nous au travail. La parole est au directeur du service fédéral de sécurité. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais poser une question au ministre russe de la Défense sur la manière dont nous mettons en œuvre les accords relatifs à la cessation des frappes mutuelles sur les systèmes énergétiques entre la Russie et l'Ukraine. Mesurons bien ce qui est en train de se passer. La mobilisation, cette vague de nouveaux soldats. 160 000 jeunes qui sont mobilisés. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu une mobilisation de cette ampleur. Vous nous avez rejoint, Général Richoux, merci beaucoup. Ala Poédi, Vincent Crouzet, Madame Azé, merci beaucoup à vous aussi. 160 000 jeunes, et ça fait 14 ans qu'on n'avait pas vu cela. Il se passe là quelque chose, visiblement, en Russie, dans les plus pessimistes disent, dans la volonté peut-être de se préparer à une guerre plus large. Oui, alors on dit que Vladimir Poutine veut arriver à une armée d'1,5 million. Donc ça commence à être absolument considérable. Maintenant, là-dedans, il faut distinguer entre la conscription et puis les engagés. On se rappelle que les engagés, ceux qui prennent un contrat, c'est ceux qui vont à la guerre et qui sont sur les toits ukrainiens. Les engagés n'ont pas le droit d'y aller. Alors là, la conscription monte, effectivement, mais ça doit être vraisemblablement pour combler le déficit de tous ceux qui sont engagés sur le signal est quand même très fort. On est à un moment où, notamment, on va l'entendre, Donald Trump dit il faut s'approcher de négociations, et la Russie, au contraire, elle est en train de masser, c'est le mot là, ce sont des masses, des troupes. Parce que d'habitude, vous savez, quand ils font la mobilisation, au bout d'un an, 2 ans, ça dépend combien ils les gardent par rapport à différentes régions russes, on leur propose d'une manière très forcée de signer le contrat. Et ça, c'est une solution aussi pour faire cette sorte de mobilisation cachée que les Russes quand même arrivent à faire malgré le refus de Vladimir Poutine de faire la mobilisation, parce qu'il sait que ça va provoquer les mouvements de protestation dans la société. Parce que la société est habituée à, qu'on ne les sollicite pas, on les laisse faire. C'est un accord non verbal qui a été passé entre la société russe et leur président. Vous nous laissez faire ce que nous voulons pour les oligarques, et aussi pour les autres, vous faites ce que vous voulez, mais attention un tout petit peu, ne nous tombez pas sous les mains. Et c'est une solution pour mobiliser quand même d'une manière... Mais pardon, qu'est-ce que ça veut dire? On entendait Vladimir Poutine dire il y a quelques jours, on va les achever, c'est-à-dire prétendument, on verra si c'est vrai, mais il considère qu'il est en position de force. Et ce qu'il disait, c'est on va en profiter. On ne va pas du tout s'arrêter en se disant on est en train de négocier, on va ralentir. Non, au contraire, on va aller plus fort, Madame Hadès. En fait, il dit ça parce qu'il a une droite nationaliste encore plus forte, plus à droite que lui, et il est coincé. Parce qu'en fait, finalement, ces gens-là n'accepteront jamais qu'il fasse une trêve et qu'il s'arrête là. Ils veulent une victoire. Et il n'a pas la victoire. Donc Poutine est coincé entre ces gens-là, et de l'autre côté, les babouchkas, les mères qui ne veulent pas de conscrits, qui ne veulent pas que leurs enfants partent à la guerre, et qui sont pour la paix dont vous parliez. Et donc, il est vraiment dans une position coincée. C'est pour ça qu'il est comme ça et qu'il dit ça. C'est pour ça que Trump, d'ailleurs, est furieux, parce qu'il ne va jamais vouloir faire la paix, parce que sinon, son destin politique est scellé. Croyez-vous vraiment qu'il doit tenir compte de sa droite? Poutine n'a pas assez de pouvoir en lui-même pour faire vraiment ce qu'il veut. Mais non, parce qu'il est fragilisé, parce que ça n'a pas du tout été. C'est un fiasco, sa guerre. Donc, il est fragilisé et politiquement, il est en risque. Je laisse à relever une chose très juste, en fait, c'est que l'opinion russe parle de la paix depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines. Et à nouveau, on lui remet le nez dans l'option guerre. Et il y aura certainement un moment important en matière de sondage de l'opinion russe, notamment de la part des services de renseignement occidentaux, pour savoir comment cette opinion en fait, va ressentir ce retour vers la guerre. Et 160 000 hommes, c'est énorme en matière d'efforts militaires. Je parle sous le contrôle de Nicolas, ça signifie 160 000 hommes à former, à équiper, à armer et à encadrer. Est-ce que l'armée russe, avec sa très grande inertie, va être capable de le faire dans les temps souhaités, en fonction justement de sa carence de personnel militaire sur le front? Quel est l'effectif de l'armée française, un point de comparaison? Là, 205 000. Actuellement, terre, air, mer, 205 000, tout compris, plus les personnels civils, auquel cas on tape à 270 000 à peu près, avec tous les personnels civils qui n'ont pas vocation, bien sûr, à partir au combat. Il faut rappeler les chiffres que donnait le président de la République. Emmanuel Macron disait, d'ici 2030, c'est l'estimation que le président de la République donnait lui-même, d'ici 2030, la Russie aura 300 000 soldats en plus.
Oui. Ça semble confirmer ce plan-là. Oui, c'est inquiétant, d'autant plus que nous, par exemple, nous avons 200 000 personnels militaires, mais là, pour avoir des soldats sur le front, le maximum qu'on puisse mobiliser, c'est 15 000 en même temps. Hein. Il faut pas, voilà, c'est donc 15 000 combattants, je veux dire. Hein. Donc, qui seraient, par exemple, mis dans les pays baltes ou je ne sais pas où. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, on a l'impression, comme vous le dites très bien, Darius, que il se fait un raisonnement un petit peu à la Metternich ou à la Talleyrand. Talleyrand disait qu'on n'arrive pas vraiment à la table de négociation à beaucoup modifier les données, les réalités du champ de bataille. Et on a l'impression qu'il y a une hubris, une démesure qui a saisi Poutine, à cause peut-être de cet épisode, de ce flash avec Trump, de cet épisode quasi amoureux avec Trump, et que donc, il veut tenter sa chance toujours plus loin, toujours plus fort. Et cette hubris, vous savez, chez les Grecs, cette hubris, c'est toujours suivi chez l'athée. C'est une sorte de mouvement de folie. La raison, vous n'avez plus votre raison. Ensuite, c'est Némésis, c'est la vengeance. Donc, vous perdez Stalingrad quand vous êtes Hitler. Et ensuite, Tisis, c'est vous êtes détruit. C'est le châtiment. Et là, je pense que peut-être qu'il y a chez Poutine une sorte d'hubris. Et c'est assez dangereux. C'est assez dangereux pour la Russie. Je pense que les Russes, comme Vincent l'a très bien dit, que le peuple russe, dans sa très grande majorité, aspire aujourd'hui. Mais si on passe en revue toutes les hypothèses, il y a celle, comme vous dites, de l'hubris. Est-ce qu'il y a aussi l'hypothèse qu'il se sent couvert par Trump et qu'en réalité, Trump lui dit vas-y, fais ce que tu veux. Trump n'aurait pas dit ça, sinon Trump a quand même eu des mots très durs. Hein. Non, moi, ce que je pense, je pense que la réponse est à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il sait qu'il ne peut pas négocier pour le moment. Il veut davantage de résultats sur le terrain pour aborder les négociations futures en position de force. Donc, il mobilise. Il y a maintenant 1,5 million de soldats, même s'ils ne sont pas tous engagés en Ukraine. C'est absolument considérable. Et donc, effectivement, derrière, il y a cette volonté et ce sentiment, finalement, d'impunité par rapport à ces derniers mois, puisque Trump ne lui met pas de bâton dans les rues, il n'arrête pas de lui dire attention, retenez-moi, je vais faire un malheur, il commence à m'énerver, mais en fait, il ne prend aucune mesure contre lui, donc il se sent absolument invincible pour le moment. Et donc surtout, cette mobilisation, elle est tout à fait normale. Il y a 2 fois par an, il y a au printemps et en automne aussi. Donc, quelque part, disons, le peuple russe qui est fatigué de la guerre, pas du tout. En fait, il y a 25% de la population russe qui vit très bien de la guerre. Ce sont des gens qui se sont considérablement enrichis. Ils veulent garder le rythme de la guerre parce que ça leur apporte beaucoup d'argent. Et y compris les mères et les femmes qui ont perdu leur fils ou mari ou frère, etc. Pour eux, c'est un business très lucratif. Et la société russe, dans la majorité, ils ne savent pas même ce que se passe, parce que les nouvelles ne vont pas très vite de partout, ils ne savent pas combien il y a de pertes de leurs compatriotes. Tant que ça ne touche pas la maison, le village en particulier, ça c'est loin, ça ne m'a pas touché, je suis un peu tranquille. Et Poutine, dans cette situation, quand il reçoit les cadeaux de Trump, qui lui dit ouais, attention, voilà, pour l'instant, Vladimir Poutine, je lui fais confiance, il va faire comme on a dit, c'est quelqu'un de bien. Mais Poutine, il se sent tout puissant. Il sait que rien ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut aujourd'hui, parce que la seule personne en fait qui pouvait l'empêcher, c'est le président des États-Unis. Regardez la réaction. Je ne crois pas que les mères et les femmes russes, la poésie, ne sont pas des mères et des femmes comme les mères et les femmes ukrainiennes. Je ne pense pas qu'elles acceptent la compensation de l'argent pour la perte de leurs enfants, de la part de leurs fils ou de leurs femmes. Je ne pense pas et je ne peux pas accepter ce que vous venez de dire sur les femmes russes et les épouses russes. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de procès, justement, de bagarres pas possible entre les mères, les épouses qui n'étaient pas mariées, pour récupérer ce butin, parce que c'est énormément d'argent. Et aujourd'hui même, sur les forums, mais vous pouvez croire ce que vous voulez, ça ne change pas la réalité. Des autres peuples et des autres nations. Vous pouvez croire ce que vous voulez, mais ça ne change pas la réalité qui ne vous est pas agréable, mais elle est comme ça, elle est horrible. C'est la réalité russe. Ils sont déshumanisés, ces gens. Comment vous pouvez croire en société où il y a un tout petit peu de corps quand ils vont aller tuer et détruire, violer les enfants ukrainiens. Et les mères et les femmes ukrainiennes, elles portent le deuil, elles ?
Bien sûr, écoutez, elles sont différentes alors. Il faut écouter les conversations qu'ont les femmes et les mères avec leurs fils, avec leurs maris qui sont en Ukraine. Comme il explique, il faut violer les femmes ukrainiennes, tu lui voles tout ce que tu peux, tu lui coupes la main si tu peux enlever la bague. Donc tout ça, c'est enregistré aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, c'est pas les Russes que je connais. Sous toutes les latitudes, les mères, quand elles perdent un enfant, évidemment, c'est un drame. Il faut rappeler ce magnifique poème de Rimbaud. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois que ça s'appelle Le Mal. C'est les mères après la guerre de 70. Et Gorbatchev citait souvent ce poème-là parce que c'est ces mères ramassées dans l'angoisse. Et ça vaut sous toutes les latitudes. D'ailleurs, rappelez-vous, les mères de la place de Mai, c'est une des rares dictatures argentines qui était secouée là, parce que les mères sous toutes les dictatures sont celles, et d'ailleurs en Afghanistan aussi, bien sûr, les mères russes. Soviétiques c'est pas la même situation. qui se révoltaient contre l'Afghanistan. Regardez là l'importance de ce qui se passe vu de la France. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui réagit à ce qui est en train de se passer. Vladimir Poutine lance une nouvelle conscription, la plus grande campagne de mobilisation militaire depuis 14 ans. Regardons la réalité en face et préparons-nous à parer la menace. Comme vous disiez à la Poédie, il se passe là quelque chose qui est hors norme. Et depuis 14 ans, c'est extrêmement important. C'est pas du tout un aléa de la guerre. En même temps, c'est 147 000. C'était il y a 6 mois, c'était 147 000. Maintenant, c'est 160 000. C'est pas comme s'il avait doublé non plus sa conscription. La seule chose, c'est que ces deux conscrits, ce sont pas des gens dangereux parce qu'ils sont pas du tout formés, ils ne savent rien. Alors donc, il les envoie même pas au front, il est là, il les met dans un endroit, mais ça permet d'occuper des places à l'arrière et d'envoyer des gens au front. Non, mais c'est vrai effectivement, il y a toujours un effet de chaise musicale qui pousse vers l'avant. Quand on monte une armée à 1,5 million, effectivement, ces soldats-là n'ont pas forcément vocation à partir au front, mais ça va permettre de libérer des troupes qui, elles, iront au front. Et là, effectivement, quand on commence à monter une armée à 1,5 million, ça veut dire quelque chose. Et moi, je pense que d'un côté, il y a l'échec de Vladimir Poutine qui veut absolument atteindre ses objectifs. Et puis ensuite, il y a le phénomène d'impunité qui est accéléré et grossi par Trump aujourd'hui, qui ne fait rien pour l'empêcher de continuer la guerre. Il y a 10 000 soldats, vous avez raison, en général, il y a 10 000 soldats en plus qui ont été appelés à la conscription que l'année dernière, dans la campagne de l'année dernière. Et c'est effectivement un mauvais signe, parce que si il y avait une vraie intention d'un cessez-le-feu de la part de Vladimir Poutine, c'est-à-dire maintenant on arrête la guerre, au moins un armistice, on gèle le conflit au minimum, eh bien peut-être qu'il n'aurait pas fait ce geste public de la conscription. Oui. Politiquement, au moins, ça veut dire quelque chose. Voilà, il y a aussi une triche. Il faut savoir que les soldats, les jeunes soldats, les gens conscrits, ils n'ont pas droit, en fait, on n'a pas droit de les envoyer dans les zones de guerre et à l'étranger, dans les opérations étrangères. Sauf que n'oublions pas que Poutine, il a inscrit dans la constitution russe les 4 régions occupées de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson comme les régions russes. C'est le territoire russe. Et donc là où il y a la triche aussi, parce qu'on les envoie finalement dans ces régions. Pas tout le monde, ils ne communiquent pas, mais ça permet aussi de parer certains manques ou certains trous, par exemple, dans les actions militaires sur place. Là, ce qui est en train de se passer, notamment dans la poche de course qui s'est en quelque sorte réduite. Et là, on voit que Poutine essaye effectivement de pousser le plus possible son avantage, peut-être avec l'indulgence américaine, sans doute, sur le territoire russe. Les forces de Moscou ont presque intégralement chassé les Ukrainiens de la région de Koursk. Ils ne sont plus présents que dans une poche de 80 km², soit 6% de l'étendue maximale de l'offensive ukrainienne en Russie, commencée en août 2024, il faut le rappeler, quand même, ils ont tenu depuis août jusqu'à ce mois-ci, 1er avril, elle avait atteint environ 1300 km² en 2 semaines. On voit que ce que Poutine avait posé comme une sorte de condition, de précondition à négocier est en train de se réaliser. Ils avaient annoncé 15 jours pour libérer en fait, le saillant de Soudja. Et ils ont mis plusieurs mois avec le massacre notamment de soldats nord-coréens que l'on a vu avec les drones FPV. Mais 6%, ça reste symbolique. C'est tout de même du territoire russe qui est occupé. Et puis il y a aussi les incursions dans la région de Belgorod avec les forces spéciales qui font énormément de dégâts aux Russes. Est-ce qu'il y a une crainte dans les capitales occidentales que les Russes avancent plus vite ? C'est-à-dire si l'Ukraine, le président de la République a toujours dit, notamment des villes comme Odessa, des villes évidemment comme Kiev, ça ne se discute même pas, mais enfin, la France ne pourrait pas accepter, et les autres, que la Russie
avancent trop en Ukraine. Bon, la crainte existe toujours parce que militairement, quand on fait de la planification militaire, ce scénario, on est obligé de l'étudier. Je pense que c'est pas le scénario le plus important aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, le front est quand même relativement stabilisé. On sait que les Ukrainiens ont des arsenaux assez bien remplis parce que ce qu'on dit assez peu, c'est que les Américains ont repris les aides. Alors c'est la fin de l'ère Biden, etc. Mais ils sont assez confiants pour les mois à venir. Donc les Russes aujourd'hui n'ont pas la masse pour pousser leur avantage et pour percer le front. Ça c'est absolument certain. Cependant